Ici, je partage avec toi des informations récentes sur l'octroi ou non des visas étudiants. Tu sais que depuis quelques mois, on a décidé pour les 2 prochaines années de diminuer de 33% les visas pour ceux qui viennent étudier au Canada. Il y a beaucoup de mesures qui sont venues dans le contexte où il y avait la crise du logement et clairement, pendant les 24 prochains mois, c'est-à-dire les 4 prochaines sessions estudiantines, pour ce qui est des étudiants internationaux, il y a une réduction de 33% des visas sur l'étendue du territoire. Alors, cette nouvelle, ce resserrement vient avec donc des mesures d'accompagnement. Donc, dans les mesures d'accompagnement, il y a vraiment au niveau du contenu de ta demande, des éléments qui avant faisaient moins attention, mais sur lesquels certainement il y a le mot qui se passe pour être plus regardant, parce que de manière logique, avec tout le gros bon sens, ce n'est que normal que s'il faut choisir désormais 2 sur 3 candidats qui hier étaient susceptibles d'être choisis, ben, il est normal qu'on resserre rapidement. Alors, avant de te parler donc des mesures resserrées, parce qu'en réalité, on resserre sur tous les aspects de la demande, mais il faut d'abord clairement te dire c'est quoi les éléments importants qu'un agent qui décide de donner le visa regarde. Alors, comme étudiant, il y a d'abord au niveau, comme je t'ai souvent dit, voilà, de la preuve de fond. En dehors de la preuve de fond, il y a ton projet d'étude. Pour ce qui est de la preuve de fond, jusqu'ici, tu as la possibilité de prendre idéalement ton père, ta mère, en tout cas un proche. Ça peut ne pas être quelqu'un nécessairement de la même famille que toi, mais il faut établir un lien significatif avec la personne. Cet aspect de lien significatif n'était pas suffisamment regardé, mais quand tu regardes le taux de refus, tu regardes les tendances en termes de refus, on peut voir que ce n'est pas pris en considération les preuves de fond qui viennent des personnes où on n'a pas pris la peine d'établir suffisamment le lien significatif. Le lien significatif peut donc être de nature biologique, mais le lien significatif peut venir donc d'une union par alliance. Le lien significatif peut être d'ordre professionnel. Le lien significatif peut être d'ordre amical. Mais désormais, pour que tes chances soient suffisamment élevées, il faut, et c'est pour ça que je te partage cette vidéo pour t'aider à aller vers un succès, il faut que ce lien significatif-là soit établi. Ça ne va plus être une affaire d'allégation gratuite faite, mais ça va être établi. Alors, naturellement, pour les liens biologiques, ça peut être établi par des actes de naissance, des documents officiels de naissance, mais les documents professionnels, ça peut être établi le lien à travers des conventions, à travers voilà des ententes qui ont été officialisées, qui ont été légalisées. Au niveau des liens comme amicaux et des liens par alliance, là aussi, on peut aller chercher dans des documents qui, voilà, montrent que vous avez fait chemin ensemble quelque part. Alors, je ne vais pas être exhaustif dans comment faire. L'idée ici, c'est de partager avec toi le fait que pour la preuve de fond, il ne suffit plus d'avoir un compte bancaire avec suffisamment d'argent à l'intérieur. Il ne suffit plus de faire la preuve des ressources licites, c'est-à-dire que la source de tes revenus sont une source licite, que ce n'est pas du blanchiment d'argent. Il ne s'agit plus, ça ne suffit pas. Jusque-là, c'était quand même assez intéressant lorsqu'on sait qu'on ajoute la pièce d'identité et l'engagement écrit qu'on appelle prise en charge de la personne. Jusque-là, c'était bien, mais pour les 2 prochaines années, il semble au regard des motifs de refus qui s'appuie beaucoup pour certains sur la capacité financière alors que les montants sont suffisamment élevés, ça vient montrer qu'il faut tout faire pour établir ce lien significatif-là. C'est d'autant resserré et difficile que j'ai eu l'occasion de voir quelqu'un qui n'a pas eu son visa pour des raisons de situation financière, alors que c'est la personne même qui finançait ses études et cette fois-là avec de l'argent qui était dans son propre compte. Donc, il va aussi être question du choix du type de compte. Est-ce que tu fais ça dans une banque qui est reconnue? Est-ce que tu fais ça dans une banque de seconde catégorie, c'est-à-dire qui n'a pas le statut officiel de banque? Est-ce que tu fais ça dans une microfinance, etc.? C'est quoi l'institution que tu as choisie? Donc,
il y a tous ces aspects sur lesquels on n'était pas assez regardant, mais qui aujourd'hui, certainement, avec le gros bon sens, prend tout un sens, prend toute sa valeur dans le tri des candidatures. Donc, on va regarder ça. Et puis, il faut pas oublier, dans un contexte où l'exemption des droits de scolarité existe encore, n'oublie pas, donne-toi toujours l'occasion de candidater quand même, parce que quand tu fais ta demande d'admission, tu as désormais un courriel officiel par lequel on te joint. Alors, quand on te joint, on te donne donc la possibilité de candidater et il n'est pas mauvais de regarder ça jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est avec beaucoup de plaisir qu'en accompagnant, en donnant des avis à des personnes, à des abonnés de cette page, que j'ai eu la bonne nouvelle que certains ont pu décrocher, des personnes qui n'imaginaient même pas, mais on peut décrocher cette fameuse bourse d'exemption. Et crois-moi, ce n'est pas lié à l'âge. Je te parle de quelqu'un qui a beaucoup plus que 35 ans. Donc, ne va pas te dire que c'est pour les jeunes, ne va pas te dire que c'est pour des formations spécialement techniques. Non, c'est une formation où il y a vraiment le besoin au niveau donc de cette province du Canada, mais ça reste que cette personne n'était pas spécialement quelqu'un gros diplômé, c'est pas quelqu'un qui est jeune. En tout cas, cette personne a fait la démarche et a obtenu ces exemptions. Ça, c'est quelque chose qui donne un gros souffle, qui augmente significativement les chances de réussir dans un contexte où on regarde beaucoup la preuve de fond, on regarde l'origine, on regarde la personne, le lien, ce qu'il est significatif, on regarde tous ces aspects-là. Mais à côté de ça, et ce n'est pas suffisant, le deuxième pan, et c'est par là que je sors, c'est le projet d'étude. C'est quoi ton projet d'étude? Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que tu veux faire désormais et ce que tu as fait jusque-là? Si c'est pas deux domaines qui vont directement ensemble, est-ce qu'il y a quand même, tu amènes ça suffisamment bien? Est-ce que tu as des raisons solides qui expliquent donc ce changement? Parce que ce n'est pas parce que tu as changé qu'on te refuse le visa. Non. Donc, la manière d'amener compte, le contenu, comment tu viens avec ton projet d'étude, ça compte énormément. Ça prend quand même, des qualités intellectuelles pour venir préparer ça. Ça, il faut le dire très clairement. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, que le citoyen lambda peut faire sans que, surtout dans les cas où il faut changer le domaine. Mais tout ça est possible. Donc, projet d'étude à bien ficeler, à créer de la cohérence entre tes antécédents professionnels et académiques, ou s'il n'y a pas une cohérence, comment amener et expliquer ce changement. Ce n'est qu'avec ces deux leviers-là que tu vas pouvoir être dans la short list des 66% potentiels de personnes qui vont avoir leur visa étudiant et qui vont pouvoir s'installer définitivement au Canada plus tard après avoir obtenu leur diplôme, compte tenu des passerelles qui existent. Alors, si tu as aimé la vidéo, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!